Bonjour Éric Hochkorn, vous êtes président de l'association Mémoire et Patrimoine Le Havre 1939-1945 et vous allez nous parler de plusieurs choses, en particulier d'une exposition ouverte depuis le début du mois de juin jusqu'à la fin, jusqu'au 29 exactement. Cette exposition s'intitule « La tragédie du tunnel Génère » et ça se passe au musée du Prieuré à Harfleur. Alors l'exposition évoque la construction du tunnel, commencée en 1941 il me semble, et qui a servi d'abri contre les bombardements pendant la guerre. Quel type d'objet pourra-t-on retrouver dans cette exposition ? Bonjour Adriana et bonjour à tous vos auditeurs. Cette exposition évoque effectivement la construction de l'abri, son utilisation et malheureusement surtout le bombardement du 6 septembre 1944 qui verra 326 personnes être emprisonnées à l'intérieur du tunnel, dont beaucoup malheureusement décéderont. Dans cette exposition, vous aurez la liste de noms qu'on a réussi à réunir suite à un travail de longue haleine l'année dernière pour les 80 ans de la libération du Havre. Sur ces 319 morts, il y a 314 noms qui ont été identifiés. Vous avez aussi les photos. On a fait un appel sur votre radio auprès de vos auditeurs pour qu'ils nous contactent, pour nous donner des informations sur leur famille. Et on a eu beaucoup de retours. On a plus d'une trentaine de photos des personnes qui étaient présentes dans le tunnel. On a quelques objets leur appartenant aussi, des documents d'identité, des Ausweis, le document allemand, un instrument de musique aussi d'un déclarant en douane qui s'appelait Gabriel Rivet et qui était musicien dans la fanfare du Havre. Justement, vous avez commencé à l'évoquer avant que je vous le demande, mais est-ce que vous pouvez expliquer rapidement à nos auditeurs, auditrices, qu'est-ce qui s'est passé en fait le 6 septembre 1944 ? Le 5 septembre, comme vous le savez, la ville basse a été détruite par des bombardements très violents et l'ensemble de la population havraise a cherché à se réfugier dans les abris. L'abri du tunnel Génère, en plus d'être le plus grand, puisqu'il était prévu nominalement pour 6000 personnes, était aussi le plus solide, parce qu'il était creusé sous la falaise, et donc il y avait plusieurs dizaines de mètres au-dessus du tunnel de pierres, de roches. Donc le 6 septembre, les Havrais sentent que les bombardements pourraient bien recommencer, sentent que les quartiers qui n'ont pas été touchés pourraient bien l'être, et donc tout le monde va se réfugier dans les abris. À 18h, les bombardiers reviennent, l'alerte se déclenche, et tout le monde en fait se précipite vers le tunnel qui est déjà plein malheureusement. Il y a une deuxième galerie qui avait commencé à être creusée et dont la construction avait été interrompue sur ordre de l'armée allemande qui avait réquisitionné la partie basse. Il restait un tunnel de 130 mètres de long environ, mais qui n'était pas considéré comme un abri puisqu'il n'y avait pas de sortie de secours. Les gens s'engouffrent, se poussent et en fin de compte ils rentrent dans cette galerie, entraînant avec eux d'ailleurs le surveillant M. Mutel, sa femme et sa fille, et 326 personnes qui vont rentrer dans ce couloir. Malheureusement pour eux, une bombe va tomber sur l'entrée et va les emmurer. En fait, il y a une vingtaine de mètres de galerie qui va s'effondrer, tuant les gens qui étaient à cet endroit, et tous les autres vont malheureusement mourir étouffés durant la nuit. Heureusement, l'ingénieur en chef chargé des travaux, Lucien Pontevici, va réunir une petite équipe, va creuser un puits toute la nuit, dans des conditions difficiles, avec quelquefois des tirs de l'armée allemande, avec de la pluie, et ils vont quand même réussir à atteindre à 7h du matin le coffrage. Ils vont avoir creusé un puits de presque 8 mètres, ils vont percer ce coffrage, le peu d'air qui va rentrer dans l'abri va réanimer 7 personnes qui peuvent être sauvées, mais malheureusement il y aura 319 morts dans l'abri. Le 21 et le 28 juin, la Société havraise de télégraphie sans fil est présente de 15h à 17h. Qu'est-ce qu'ils vont montrer ou qu'est-ce qu'ils vont apporter dans l'exposition ? Nos deux associations travaillent ensemble depuis des années. Ils sont souvent présents, d'ailleurs, pour les Havrais qui ont visité le poste de commandement de la défense antiaérienne allemand du Havre, le PC Flak. Ils les voient régulièrement là-bas. C'est des papis très sympas, parce qu'ils ne sont pas forcément très jeunes, mais ils font un boulot extraordinaire, ils montrent beaucoup de choses sur la radio, les communications de la résistance, communications de la BBC pour envoyer des informations en France, les recherches aussi des postes émetteurs clandestins de la résistance par les Allemands. Il y a plein de choses, c'est très ludique, pour les enfants c'est très bien, ils apprennent aussi à faire du morse, ils sont vraiment très très bien. Est-ce que cette exposition, finalement le fait de passer par l'histoire du tunnel Génère, donc qui est quelque chose que tous les Havrais et Havraises connaissent, c'est une manière surtout de reparler de la Seconde Guerre mondiale, de la garder visible?
Tout à fait. En fait, tout est parti il y a 2 ans d'un nouveau livre qui s'appelle Nouveau regard sur les bombardements du Havre, où on s'aperçoit en fin de compte que les nombres de victimes qui avaient été donnés à l'époque étaient peut-être exagérés, mais c'est principalement dû au fait qu'il y avait 2 voire 3 actes de décès pour certaines personnes. Il y avait un vrai bazar, évidemment, dans l'administration havraise, suite aux destructions notamment de la mairie. Et on s'était dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de rechercher un peu des informations sur ces victimes, avoir tous les noms, essayer de faire un appel au public pour les photos. Évidemment, c'est un travail qui est énorme, il y a presque 2500 victimes. Et donc, notre association s'est dit, tiens, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire notre partie ? Et donc, on s'est consacré au tunnel Jenner. En fait, c'est un bon échantillon de la population havraise. C'est 319 personnes, ça représente un peu plus de 10% des victimes des bombardements de septembre 1944. Et ça a déjà été un travail gigantesque, puisqu'on y a passé presque 9 mois, à raison de 3-4 heures par jour. En fait, on a réuni, je crois, ces 2500 documents, entre les actes de décès, les actes de naissance, les actes de mariage, pour vraiment avoir toutes les informations sur elle. Par exemple, on sait aujourd'hui qu'il y avait 131 hommes, 125 femmes et 58 mineurs âgés de moins de 21 ans. On sait aussi que seulement 176 étaient nés au Havre et 246 en Seine-Maritime. Comme vous le savez, le Havre est un grand port et donc 10 d'entre elles n'étaient pas nées au Havre, mais en Arabie, en Hollande, en Italie, en Roumanie, en Russie, aux États-Unis. La population n'est pas uniquement havraise. Et ça, c'est une découverte. Oui. On avait aussi l'impression peut-être fausse que les gens étaient exclusivement du quartier des Acacias. Et en fait, on s'aperçoit qu'ils viennent un peu de tous les coins du Havre. Mais ce qui est assez logique, puisque ceux qui ont été en ville basse, qui ont survécu au bombardement, se sont aussi réfugiés vers l'abri Jenner. Ça fait combien d'années que vous êtes dans cette association ? Oula je sais pas. Plus de 10 ans, probablement. Est-ce qu'en plus de 10 ans, vous avez remarqué une différence entre au moment de votre arrivée et aujourd'hui ? Est-ce que vous trouvez qu'il y a un plus grand intérêt porté à la mémoire ou à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, ou à l'inverse, que l'intérêt se perd, que ça se délite en ce moment ? Non. Il y a toujours un excellent travail qui a été fait dans cette association et je suis d'ailleurs très fier d'en avoir pris la présidence il y a 3 ou 4 ans. On a aujourd'hui des jeunes, on a des nouveaux qui arrivent et c'est très bien, on est très contents. Non, il y a toujours un intérêt en fait. Et on a des personnes vraiment ici de tous les milieux socio-professionnels. C'est pas forcément des historiens uniquement ou des personnes qui font des études d'histoire. Mais on va vraiment trouver tous les milieux, ça va du jardinier aux retraités, on a tous les âges et c'est toujours des gens très passionnants. Ils arrivent avec leur propre histoire et c'est toujours des belles rencontres. Je voulais dire aussi, mais on cherche toujours des bénévoles. Quelques-uns de vos auditeurs qui ont un petit peu de temps de libre de temps en temps, un coup de main est toujours le bienvenu. Il y a des tas de travaux à faire, du jardinage à la plomberie, à la menuiserie. On apprend plein de choses et c'est toujours des moments très sympathiques. Et où est-ce qu'ils peuvent vous contacter, ces bénévoles potentiels ? Directement sur Internet, ils vont bien nous trouver. Sur Facebook, par exemple ? Sur Facebook, tout à fait. Vous pouvez nous envoyer un petit lien Messenger, et un petit message sur Messenger, et on vous contactera rapidement. On fait une séance de travaux environ par mois. Donc s'il y a des jeunes retraités, venez nous voir, on vous trouvera des activités. Ne vous ennuyez pas chez vous surtout. L'appel est passé en tout cas, merci beaucoup Éric Hochegor d'avoir été sur Ouestrach. Vous êtes, on le rappelle, président de l'association Mémoire et Patrimoine, Le Havre 3945. Pour rappel, cette exposition, La tragédie du tunnel Jenner, est à voir au musée du Prieuré à Harfleur jusqu'au 29 juin. Le musée est ouvert les mercredis, samedis et dimanches de 15 à 18h. C'est gratuit mais il faut s'inscrire, alors réservez vos places au 02 35 13 30 09.